Chers amis, bien le bonjour. On se retrouve pour un format que j'aime assez bien. Je trouve ça très sympa de faire ce genre de format puisque je vais me plonger dans le portefeuille qui m'a été envoyé par l'un des abonnés de la page Patreon. Vous savez, hein, c'est un des petits privilèges que j'offre à ceux qui me soutiennent sur Patreon. Vous pouvez m'envoyer des captures d'écran, des liens vers vos investissements et on en discute en buvant un petit café. L'idée, c'est pas tellement de vous donner des conseils d'investissement, ceux que je ne fais pas. Vous connaissez mon niveau d'expérience. J'investis depuis 4 ans, ce qui est finalement une assez courte expérience, mais en tout cas ça peut être sympa de lancer des pistes, de comparer, de se demander tiens mais pourquoi est-ce qu'il fait ça, est-ce que j'aurais fait ça, etc. Ceci est une discussion qui vise à aiguiser notre esprit critique. Alors le portefeuille dont il s'agit, le voici. Donc je vous explique, la personne qui m'a envoyé ce portefeuille a aujourd'hui un PEA, et donc il considère que c'est la partie défensive de son portefeuille, et donc on va regarder comment c'est constitué, et à côté de ça il a une partie offensive de ses investissements, et il investit dans le Bitcoin. Donc on va voir tout ceci ensemble. Pour ce qui est du portefeuille, il ajoute que au début de l'année, il est sorti de pas mal de positions en prenant des plus-values, et c'est pour ça que dans son portefeuille, il a une belle quantité de cash. Quand vous voyez comment son portefeuille est organisé, vous voyez que la valeur totale de ce qu'il a sur son PEA, c'est 7200, et dont 3000 euros de cash. Donc il a fait un petit peu de mouvement, comme ça je crois qu'on appelle ça du swing, c'est-à-dire qu'il est sorti de certaines positions, il a une poche de cash, et j'imagine qu'il attend que ça baisse pour la redéployer. Je vais vous dire ensuite ce que je pense de ces stratégies, mais d'abord on regarde comment est constitué son portefeuille. Il a donc 10 titres Air Liquide, donc vous voyez là le cours c'est un petit peu en décalé, parce que là il sera encore plus en plus-value, parce que je crois qu'aujourd'hui Air Liquide c'est encore plus impressionnant. Ouais, on est à près de 195. Air Liquide, c'est vraiment les actions, il faut pas jouer avec quoi. Tu les mets en portefeuille, tu touches pas, tu oublies, tu reviens dans 10 ans et a priori ça s'est pas trop mal passé. Il a du Total Energy. Total Energy, pareil, hein, il doit être encore plus en plus-value sur Total Energy, parce que Total Energy se reprend. Voilà, on avait stagné un petit peu en dessous des 60 euros, et là Total Energy est remonté. Donc voilà, Ruby, j'hésite en fait on va regarder Ruby quand même, parce que je crois que ça fait partie des entreprises avec des gros dividendes, mais à chaque fois que j'ai regardé Ruby, il y avait un petit quelque chose qui me gênait sur cette action, donc je vous propose qu'on regarde ensemble. Je me souviens pas si c'était lié au fait que les finances ne m'inspiraient pas confiance, ou si c'était lié au fait que je me disais non mais quand même le secteur de l'essence, du pétrole, etc. c'est pas le secteur qui a le plus le vent en poupe. Donc si on regarde ça, le chiffre d'affaires, je voyais le 7000 là et je me disais c'est bizarre, mais en fait on a un chiffre d'affaires qui est quand même en croissance. Le 7000 c'est lié à la reprise après le trou qu'il y a eu pendant le Covid, je pense, donc c'est une petite anomalie qui peut s'expliquer par ça. On a des marges qui sont pas si solides que ça. On a un bénéfice net par action qui a priori est en croissance, donc c'est pas mal. On a un free cash flow qui... ouais, c'est inquiétant ça, le free cash flow, un truc qui fait comme ça. Ça m'inquiéterait un petit peu, le free cash flow. On a un gros rendement. Ouais, on a un rendement qui est très élevé. C'est pas mal un ROE de plus de 10%. Et pour moi, si vous cherchez vraiment des entreprises de qualité, il faut aller plutôt vers du 15%. Après, je comprends, voilà, mais pour moi, ça dépend vraiment de l'horizon d'investissement. Si tu as encore peut-être une vingtaine d'années d'investissement devant toi, je sais pas si c'est si intéressant d'avoir du Ruby en portefeuille, sauf si tu veux jouer un petit peu ce que je peux faire, à savoir plutôt que d'avoir des poches de cash, avoir des entreprises qui te distribuent régulièrement du cash pour avoir des petites cartouches et profiter des opportunités de marché. Le problème, c'est qu'on est sur une entreprise française et que les entreprises françaises versent une fois par an. Donc pour jouer un petit peu le flux continu d'argent qui arrive sur le portefeuille, c'est pas forcément le plus optimal. Et ensuite, on a des entreprises qui sous-performent. Eni est un peu dans le vert, donc ça c'est italien, c'est ça. Et il y a un ETF Asie. Ouais, les ETF Asie, moi je me méfie, hein. Je comprends l'idée de oui, les marchés émergents vont finir par émerger, mais ça fait tellement longtemps que j'entends ça. Et en fait le problème c'est véritablement que je pense dans ces ETF vous avez une grosse part de Chine, et la Chine c'est pas un système où vous pouvez avoir des entreprises qui ont la taille d'entreprises américaines. C'est un régime où toujours au bout d'un moment, bah voilà, vous êtes le
le président d'une entreprise qui commence à prendre du pouvoir, qui commence à prendre de l'ampleur, vous allez avoir des conflits, vous allez disparaître, l'État va vouloir prendre le contrôle de l'entreprise, vous allez être pris dans des guerres commerciales, etc. Donc pour moi, c'est non, et je considère que c'est peut-être un meilleur coup à jouer. Après, je vous dis ça, vous faites ce que vous voulez, hein. Ça se trouve, j'aurais l'air complètement débile dans 5 ans parce que la Chine, les ETF Chine, Inde ou je sais pas quoi auront explosé. Moi, je pense qu'avoir un ETF monde, c'est quand même un petit peu plus sûr. Vous voyez l'ETF monde comme celui-là, parce que là, vous avez la certitude que si vous avez des entreprises, des marchés émergents qui effectivement deviennent des top compagnies, elles seront dans ces indices. Donc en attendant, bah voilà, je préfère être exposé au top du top plutôt que de jouer sur d'autres ETF, des paris qui peuvent être un petit peu plus risqués. Voilà, enfin vous connaissez ma philosophie sur les ETF. Je pense qu'il ne faut pas essayer de faire des coups avec les ETF. Au contraire, le coup, il faut le faire avec le stock picking, avec les actions. Les ETF sont là pour s'assurer qu'on n'est pas trop largué par le marché. L'autre truc auquel je ferai gaffe, c'est que de ce que je comprends qu'il a fait, c'est que il a pris ses bénéfices sur certaines entreprises en se disant bon bah voilà, là j'ai mon petit billet à prendre et celles qui ne sont pas en bénéfice, je vais attendre encore un petit peu pour voir comment ça va se passer, est-ce que ça va se retourner, etc. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas là-dedans des entreprises qui sont structurellement mauvaises? Je pense que tu as essayé de faire un petit coup avec une biotech, là, non c'est ça? Arrêtez avec les biotech, ça marchera pas. Vous arriverez pas à faire ce coup, sauf si vous avez une stratégie exclusivement biotech et que vous avez un portefeuille, vous avez une centaine d'entreprises de biotech en espérant qu'une de ces entreprises va faire x1000 et emporter la mise. Les biotech, si vous n'êtes pas spécialiste du secteur et que c'est pas votre stratégie première d'investissement, c'est vraiment un coup à se faire à perdre de l'argent. Et même, tu vois, si tu te dis ouais mais j'ai pas mis grand chose, j'ai mis seulement 50 balles dedans ou je sais pas quoi, c'est un peu dommage de toute façon de jeter de l'argent par les fenêtres comme ça. Donc moi, les biotech, je ne resterai pas dedans. Mais ce que je voulais plutôt dire, c'est regarde, imagine une boîte comme ArcelorMittal. ArcelorMittal, on connaît tous, on se dit c'est quand même une boîte solide. Mais est-ce que ce serait pas une boîte qui est structurellement en décroissance et une boîte où ce serait un petit peu structurellement de la daube en fait? Donc pour regarder, il faut qu'on voit si on a un chiffre d'affaires qui est en progression ou qui stagne. Et regarde, tu vois, en 2021, chiffre d'affaires 76, 79, 68, 65, 65. Donc est-ce que t'as pas une entreprise là qui est en train de stagner? On voit une situation bilancielle qui est pas hyper motivante. D'accord, ils réduisent leur dette, donc ça c'est quand même quelque chose qui est plutôt positif. On a un free cash flow, regarde, ça fait pas rêver ça. C'est même un petit peu inquiétant. On a un ROE qui apparemment s'effondre. Donc est-ce qu'on n'est pas avec une entreprise de ce genre-là sur quelque chose qui va structurellement être en baisse, qui va structurellement se casser la figure au fur et à mesure? Tu vois, si je regarde mon portefeuille, les entreprises que j'ai en portefeuille, c'est des entreprises qui sont dans le vert, des entreprises qui performent. J'ai pas une grosse poche d'entreprise où je me dis ouais tiens ça je suis sûr que ça va se retourner, etc. La seule qui est dans ce cas-là, c'est Starbucks. Et Starbucks, oui, je pense que c'est une entreprise qui structurellement va être capable de faire du bénéfice, va être capable de continuer à grandir. Et c'est la raison pour laquelle je suis capable d'attendre alors qu'elle a des performances qui sont déplorables depuis assez longtemps. Mais sinon non, il n'y a pas de place dans un portefeuille pour des boîtes qui sous-performent. Et puis ça va nous amener au gros point de cette vidéo. Je pense que le PEA est grosso modo une arnaque. Vous avez cette carotte fiscale qui vous dit regarde c'est trop bien, tu vas pouvoir investir en te faisant voler un peu moins d'argent par l'État communiste, mais ça vous pousse à investir dans des marchés qui sont structurellement pas si géniaux que ça. Et pour vous en rendre compte, c'est assez simple. Il suffit de faire la comparaison sur le long terme. Là, vous avez vu ce que je vous ai mis. Je vous ai mis mon ETF du SP500 distribuant. Je vous ai mis l'ETF du CAC 40 distribuant. Et je vous ai mis l'indice des marchés européens, donc l'Eurostoxx 50. Et regardez comment ces indices se font éclater sur le long terme avec le CAC 40. Donc je veux bien, si dans votre PEA, vous avez été capable de sélectionner les meilleurs de ces marchés, vous avez un PEA par exemple avec, je sais pas moi, L'Oréal, Air Liquide, Hermès, LVMH, là d'accord, effectivement, vous avez des boîtes qui ont la possibilité de très bien performer sur le long terme. Il me semble que si on met LVMH, voilà, ça c'est magnifique. Ça effectivement, vous avez du LVMH sur le long terme dans votre PEA, c'est très bien. Mais souvent les gens ne font pas ça. Souvent les gens, ils ont des PEA avec des entreprises où, vu qu'on a quand même besoin d'acheter des trucs et puis de se diversifier, etc., on se retrouve à choper des entreprises qui sont structurellement assez mauvaises. Donc très bien le PEA pour se faire voler un petit peu moins d'argent si on met des entreprises, si on met les meilleurs
des meilleurs dans ce portefeuille, mais sinon vous serez beaucoup mieux avec des entreprises américaines en portefeuille. Donc faites attention à ça. Une entreprise comme ArcelorMittal, mais jamais je la touche avec un bâton. Ça va nulle part un truc comme ça. Et la seule raison pour laquelle des investisseurs se retrouvent avec ce genre d'entreprise en portefeuille, c'est parce qu'on leur dit, bah voilà, tu vas pouvoir la mettre dans ton PEA et fiscalement ce sera avantageux. Non, vous n'êtes pas là pour faire de la charité à certaines entreprises, vous êtes là pour prendre les meilleurs des meilleurs des meilleurs, et il faut faire un petit peu attention à ce qu'on met dans son PEA. Les avantages fiscaux ne doivent pas être une excuse pour acheter de la daube. Après, la chose que je dirais pour nuancer, si vous regardez à 3 ans, il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est qu'à 3 ans, effectivement, le CAC 40, il surperforme le SP500. Donc ça veut dire que c'est quand même un marché sur lequel on peut se débrouiller pour faire un petit peu des coûts, on peut se débrouiller pour faire des bénéfices, etc. Donc si tu as été capable de bien vendre certaines entreprises en profitant du fait qu'elles ont tracé, qu'elles ont parfois battu le SP500 au cours des dernières années, et que tu vas être capable de les réinvestir au bon moment, pourquoi pas, tu auras peut-être une très belle performance avec ton PEA, mais je pense que c'est quand même devoir remplir beaucoup de facteurs par rapport à simplement investir dans un ETF du SP500, parce que ça, sur le long terme, bah voilà, on est largement devant le CAC 40 et l'indice des grosses capitalisations européennes. Donc le PEA, c'est très bien, mais je ne pense pas qu'on puisse se dispenser d'un compte titre, et vous le savez, si vous voulez commencer à investir avec le courtier que j'utilise, un courtier qui vous permettra d'acheter des actions partout dans le monde, qui vous permettra d'acheter les ETF au meilleur coût et qui vous permettra, pourquoi pas, de vendre des options pour augmenter la performance de votre portefeuille, eh bien ça se passe avec le lien que vous avez sous cette vidéo, et grâce à mon lien affilié, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, chers amis, n'hésitez pas à me retrouver sur la page Patreon si vous voulez également une discussion de votre portefeuille, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.